Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse un message de condoléances à la famille du Moudjahed Mohamed Hadji Allah, décédé ce mercredi à l'âge de 94 ans. Le Coronovac, vaccin anti-Covid made in Algérie, a été lancé aujourd'hui officiellement dans une unité de Saïda à la Constantine. Un véritable exploit rendu possible grâce aux efforts de nos compétences algériennes. Le Premier ministre, ministre des Finances, était ce matin à Constantine pour inaugurer cette unité de production. Le Premier ministre, ministre des Finances, avait insisté aussi au cours de sa visite à Constantine sur la nécessité de protéger la ligne de tramway de Constantine contre les inondations, notamment lors de l'inauguration du nouveau tronçon de ce tramway. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire supervise ce mercredi à Oran un exercice tactique combiné Rada 2021 exécuté par les unités relevant de la façade maritime ouest au niveau du polygone de tir naval de cette façade au deuxième jour de sa visite de travail en deuxième région militaire. Et puis dans l'actualité également, le Maroc débouté devant le tribunal de l'Union européenne ce mercredi en faveur du Front Polisario. Les nouveaux accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne sur la pêche et l'agriculture ont été annulés. C'est une victoire éclatante pour la cause légitime du peuple sahraoui. Première réaction du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahed Mohamed Hadji Allah, décédé ce mercredi à l'âge de 94 ans, dans lequel le président a mis en avant les qualités du défunt. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Le destin a voulu que le Moudjahed Mohamed Hadji Allah soit rappelé auprès d'Allah Tout-Puissant après une vie pleine d'abnégation au service de la patrie et un parcours professionnel durant lequel il a assumé plusieurs fonctions et autres responsabilités tant en Algérie qu'à l'étranger, a écrit le président Tebboune dans son message de condoléances. Ceux qui l'ont connu et côtoyé garderont du défunt le souvenir d'un nationaliste compétent et loyal, autant de qualités qui demeureront une source de fierté pour sa famille et ses proches, témoignant à jamais de son apport à la patrie, ajoute encore le président de la République dans son message de condoléances. Le Moudjahed est homme politique et diplomate. L'ancien ministre Mohamed Hadji Allah a été inhumé cet après-midi au cimetière de Ben Aknoun. Les obsèques se sont déroulées en présence de conseillers du président de la République, du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Dalbiga, ainsi que des proches, des compagnons d'armes et des membres de la famille révolutionnaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Conseil national économique et social et environnemental, dont les membres ont été installés hier à Alger par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été appelé à jouer un rôle pivot en matière d'assistance à la prise de décision dans les différents domaines de l'action publique et la consolidation du dialogue social. La synthèse de Badia Armani. La réhabilitation du Conseil national économique, social et environnemental en tant qu'institution de référence passe par le recouvrement de son rôle pivot dans la prise de décision à travers la formulation de recommandations socio-économiques et environnementales nationales inédites. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil. Il s'agit là d'une consécration de notre engagement à réhabiliter le CNES en tant qu'instance captivante des compétences scientifiques basée sur l'association des différents acteurs socio-économiques, la société civile et les experts de diverses spécialités dans la concertation nationale, a encore souligné le président Tebboune. Le chef de l'État a réitéré dans le même sillage son engagement à réhabiliter cette instance par la consolidation et l'élargissement de ses prérogatives pour devenir un instrument d'évaluation et de suivi en appui aux autorités publiques.
Le président de la République a rappelé par ailleurs que l'installation des membres du Conseil s'inscrit dans le cadre de la réforme globale des institutions entamée par la Constitution, notamment l'APN, l'Observatoire de la société civile, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la jeunesse, en attendant les élections locales du 27 novembre prochain, qu'il a qualifiées d'étapes cruciales devant permettre d'élire des assemblées représentatives à même de prendre en charge les préoccupations et les aspirations des citoyens. Au chapitre de l'économie, le président Tebboune a salué le rôle du secteur privé dans le développement économique, appelant ainsi les opérateurs privés à contribuer au financement des projets d'investissement et à ne pas compter uniquement sur les banques publiques, sachant que 80% des financements du secteur privé provenaient des dépenses et des banques publiques, et de déplorer l'existence de certaines attitudes économiques illogiques, en citant même la recherche de l'argent facile, la dépendance à la rente, le gaspillage et le recours de certains opérateurs privés à l'exportation de produits subventionnés par l'État. Il rappellera que 3,2 milliards de dollars ont été gaspillés pour rien dans des opérations de montage automobile en Algérie pour sortir des voitures locales vendues à des prix dépassant ceux des voitures importées. Toujours dans ce même ordre d'idées, le président Tebboune a fait savoir que le volume des fonds circulant sur le marché parallèle s'élève à 10 000 milliards de dinars, soit 90 milliards de dollars, appelant le Conseil national économique, social et environnemental à contribuer à la résolution de ce problème. Concernant la question de l'endettement, Tebboune a affirmé que l'Algérie ne procédera pas à l'endettement extérieur et si besoin il y a, elle recourra à l'endettement intérieur, en ce sens que des sommes faramineuses sont cachées et il est temps de faire sortir cet argent pour financer l'économie. Par ailleurs, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie a pu réduire la facture de ses importations à près de 31 milliards de dollars contre plus de 60 milliards de dollars il y a 10 ans. Pour lui, l'Algérie ne connaît aujourd'hui aucun déficit dans sa balance commerciale. Les recettes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent de couvrir le coût des importations sans aucun recours aux réserves de change. Il insistera sur l'importance de préserver cet équilibre pour ne pas tomber dans le piège des années 90, quand le déficit nous avait amené à solliciter l'aide du FMI et de la Banque mondiale, de même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes dont le monde a soutenu le président de la République. L'événement de ce mercredi 29 septembre, c'est le lancement officiel du Coronavac, vaccin anti-Covid made in Algérie, lancé officiellement donc dans une unité de Saïdal à Constantine. C'est un véritable exploit rendu possible grâce aux efforts de nos compétences algériennes. Alors il faut rappeler que ce vaccin a été produit en collaboration avec le laboratoire chinois Sinovac. Le Premier ministre, ministre des Finances, était ce matin à Constantine pour inaugurer cette unité de production. Notre envoyé spécial sur place, Saïda Mayouf. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, Coronavac, pur produit algérien, n'est point un vaccin générique, mais véritable reproduction de la molécule mère Sinovac. Sa fabrication revient à des compétences algériennes avérées. C'est un produit algérien réalisé en collaboration avec notre partenaire chinois grâce à des potentialités à 100% algériennes. Et comme vous l'avez constaté, ce sont des compétences algériennes et un process très compliqué qui exige une grande maîtrise technique et technologique. Peu de laboratoires ont pu obtenir cette validation. L'Algérie est parmi les premiers à l'avoir obtenue. Et on est fiers de cette unité, des cadres algériens et de l'expertise algérienne qui ont pu donner naissance à ce produit. Le Premier ministre, ministre des Finances, tout en visitant les lignes de production, a salué grandement la haute maîtrise des technologies innovantes et de tous les efforts colossaux consentis par les cadres du groupe Saïdal, tout en affirmant que le vaccin est de moindre coût avec une qualité optimale, ce qui permettra prochainement de le commercialiser dans des marchés internationaux.
Le coût de production a été revu à la baisse comparativement au passé. C'est extraordinaire. Nous avons fait un grand pas qualitatif en avant, que cela soit du point de vue du coût, de la maîtrise technique et technologique et de la production. Ce sont là de véritables réalisations à l'ère de l'Algérie nouvelle. Vous avez certainement constaté que plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique en Algérie nous ont accompagnés lors de cette visite. Cela fait partie de la promotion de ce produit. Mais avant de faire sa promotion à l'étranger, je lance un appel à tous les Algériens pour qu'ils se fassent vacciner. Seule la vaccination peut nous permettre d'aller vers l'immunité collective et d'ouvrir par la suite tous les espaces économiques, les espaces sociaux et les espaces de divertissement. تحقيق هذا الإيميونيتي كولكتيف يعني هذا المناعة الجماعية إن شاء الله اللي تسمح لنا باش نفتحوا كل الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية وفضاءات الترفيه. L'Algérie, auparavant pionnière en matière d'acquisition du vaccin anti-Covid-19, est aujourd'hui pionnière dans sa fabrication conformément aux engagements du président de la République devant la nation. Et puis sachez qu'une conférence de presse a été organisée également à l'occasion du lancement de l'opération fabrication du vaccin chinois au niveau de l'unité Saïdal à Constantine. Alors le Premier ministre et ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman s'est dit fier de cette réalisation importante. Selon lui, cette démarche traduit l'engagement pris par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de mettre le vaccin anti-Covid, le Coronavac, donc, à la portée des citoyens. Cela démontre également que les décisions prises sont concrétisées sur le terrain. La conférence de presse a été animée en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique et également de la partie chinoise qui est donc partenaire de l'Algérie dans ce projet. Leader de la production pharmaceutique nationale, le groupe Saïdal a donc réussi à lancer ce premier vaccin algérien anti-Covid-19. Tout cela grâce à un personnel engagé, disponible et conscient de l'importance de sa mission. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de visiter l'unité de production de Constantine, relevant du groupe Saïdal. Camélia Mellel. C'est l'une des unités de production relevant du groupe pharmaceutique Saïdal. Implantée à Constantine, cette structure a pour mission principale le développement, la production et la commercialisation des produits pharmaceutiques à usage humain et animalier. Depuis sa création, le groupe pharmaceutique Saïdal a réussi à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, à savoir le lancement du premier vaccin algérien anti-Covid-19. Le choix de l'unité de production de Constantine n'a pas été fortuit puisque cette unité dispose de compétences avérées dans le domaine de la production pharmaceutique. Depuis l'attribution du projet de fabrication du vaccin anti-Covid-19 au groupe Saïdal, le personnel de l'unité de production de Constantine s'est employé à relever le défi et à mobiliser toutes les ressources techniques et humaines pour réussir la production du vaccin dans les délais impartis et garantir ainsi une souveraineté sanitaire en la matière. Nous veillons à contrôler la qualité de notre matière première, à savoir l'eau qui est destinée à la production de produits pharmaceutiques, notamment les médicaments injectables ou à usage domestique. La production du vaccin anti-Covid-19 par Saïdal est certes considérée comme un événement historique de premier rang, mais cette prouesse constitue aussi le début d'un important processus industriel de production des vaccins que l'Algérie a entamé et compte réussir au service de son économie. Et puis il faut aussi garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments qui figurent parmi les priorités de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Exemple au niveau de l'un de ses laboratoires avec Amel Esseliti. C'est avec beaucoup de vigilance, de concentration, mais surtout de précision que sont fabriqués les médicaments au niveau de ce laboratoire de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Avant leur commercialisation, le contrôle qualité fait partie intégrante du processus de fabrication.
Notre mission, c'est de préserver la sécurité du citoyen. Les médicaments doivent être de bonne qualité et répondre aux normes internationales. Au niveau de notre laboratoire, on procède à l'analyse et au contrôle de la matière première. Justement, on s'occupe également du contrôle du vaccin de la Covid-19. Les tests de contrôle de la qualité apparaissent tout au long du processus de fabrication, aussi bien lors de la réception des matières premières que lors de la commercialisation des médicaments. L'Algérie sera le deuxième producteur de vaccins en Afrique. Donc les spectrodes-masse, là, ça les rakotchoufouha, dans ce sens avec les 3 spectrodes-masse Premièrement, on doit s'assurer que la matière est vraiment le SRAS-CoV-2 et on s'assure qu'il a été éliminé. On vérifie aussi la quantité et enfin, on fait l'étude d'impact. On a fait une analyse complète de la matière première. On s'est assuré de l'efficacité du vaccin et de sa conformité aux normes internationales. Plus de 100 médicaments sont actuellement au laboratoire pour être contrôlés, alors que 500 médicaments ont été enregistrés et plus de 200 dispositifs médicaux ont été homologués. On revient à présent sur la visite à Constantine du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Il y a eu bien sûr l'étape concernant le vaccin anti-Covid, mais il y a eu également une autre étape, l'inauguration d'un nouveau tronçon pour le tramway de cette ville. Au cours de sa visite, le Premier ministre avait insisté sur la nécessité de protéger la ligne du tramway de Constantine contre les inondations, notamment bien sûr le tramway qui connaît des réalisations majeures et qui permettra à la wilaya de désengorger le trafic routier. Saïda Mayouf, notre envoyé spécial. Renforcer les projets structurants tout en intégrant les compétences algériennes s'inscrit dans une logique économique allant de pair avec les efforts de l'État algérien. Le projet du tramway de Constantine, dans sa deuxième tranche, mise en service à partir d'aujourd'hui, est un exemple probant de la concrétisation des engagements de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens et de prestation d'un service public de qualité. Nous avons des ingénieurs, des techniciens et des compétences issues de la formation professionnelle. Il faut penser à aller vers l'intégration des compétences, notamment avec l'université algérienne. Le secret de l'indépendance réside dans la mise en application de la recherche appliquée. Nous devons concrétiser la recherche appliquée sur le terrain. Il faut faire confiance à l'université algérienne et aux produits de l'université et des instituts de formation. Il faut leur faire confiance pour qu'on puisse utiliser et intégrer ces compétences pour aller vers l'indépendance économique. Il est grand temps pour que toutes les structures réalisées soient exploitées par des compétences, des staffs, des experts algériens et une main-d'œuvre algérienne. Il faut avoir une vision prospective pour aller vers des marchés étrangers. Cosider est une entreprise ayant fait preuve d'une grande expertise sur le terrain avec la réalisation d'envergure du tramway. Le Premier ministre, ministre des Finances, insistera à cet effet sur l'impératif d'encourager de telles capacités et de telles performances. Les travaux de génie civil de ce tronçon long de 10 km ont été réalisés par Cosider. Cela témoigne de la capacité des entreprises nationales à être à la hauteur. Nous devons faire confiance à l'outil de production national et l'estimer à sa juste valeur. Et dorénavant, tous les projets structurants doivent être confiés à cet outil de production, qu'il soit privé ou public. Ces entreprises bénéficieront de tout notre soutien et les projets à venir leur seront confiés. Nous espérons que le 5 juillet 2022 soit synonyme de l'indépendance économique de notre pays, tout comme il est une occasion pour célébrer l'indépendance politique réalisée par nos aïeux. C'est une grande aspiration. Le Premier ministre assistera par la suite à un... Il faut réaliser dans les plus brefs délais les travaux d'aménagement. Vous avez un mois pour le faire. Cela reflètera la belle image de Constantine. Attenant à l'aéroport international de Constantine, Mohamed Boudiaf. Vous avez un mois pour le faire, Inch'Allah.
Le tramway de Constantine demeure un moyen moderne qui vient s'ajouter à d'autres réalisations du secteur. Il permet ainsi d'insuffler une nouvelle dynamique économique, de faciliter la circulation des citoyens et de désengorger la circonscription administrative Ali Menjli. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à propos de la visite de travail qu'a effectué le Premier ministre, ministre des Finances, dans la wilaya de Constantine. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce mercredi à Oran un exercice tactique combiné à Rada 2021. Il a été exécuté par les unités relevant de la façade maritime ouest au niveau du polygone de tir naval de cette façade au deuxième jour de sa visite de travail en deuxième région militaire, à la Ouf Hamouch. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des unités et formations navales aux actions de combat proches des conditions réelles. Outre l'évaluation du degré de maîtrise des systèmes d'armement modernes et permettre aux formations navales, notamment les sous-marins, de montrer leur capacité au combat. Équipe cavalière en place. À l'entame, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'idée générale et les étapes de l'exercice présenté par le commandant de la façade maritime ouest avant d'inspecter à bord d'un hélicoptère de combat et en compagnie du général-major Jamal Hajj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, les unités participant à cet exercice. Le général de corps d'armée s'est déplacé ensuite au bâtiment de commandement et de déploiement des forces Alat Beni Abbas, d'où il a supervisé le déroulement de cet exercice qui a été ponctué par des tirs de missiles et de torpilles lancées par du sous-marin Georgia contre des objectifs maritimes. L'exercice a été exécuté avec succès, l'objectif maritime ayant été détruit avec une grande précision. Cette réussite, fruit de la maîtrise par les équipages des différents armements et matériels, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités de nos forces navales durant ces dernières années. Invité du journal El Moudjahed, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a affirmé que les élections locales sont d'autant plus importantes que nous voulons en faire un catalyseur de la relance économique nationale. Concernant l'installation de la Cour constitutionnelle, Fenniche affirmera encore que la nouvelle constitution accorde des pouvoirs plus larges à cette Cour par rapport au Conseil constitutionnel actuel, la qualifiant de Cour de référence chargée de veiller au respect de la Constitution par toutes les autorités à la lumière d'une transparence absolue dans le but de gagner la confiance du citoyen. Le président du Conseil constitutionnel a salué par ailleurs la décision du président de la République de ne plus prendre en compte les lettres de dénonciation anonymes, expliquant que ces lettres ne constituent une preuve irréfutable pour reprocher des faits qualifiés de crimes ou de délits. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a convoqué ce mercredi l'ambassadeur de France en Algérie afin de lui notifier une protestation formelle du gouvernement algérien suite à une décision unilatérale du gouvernement français affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France. Cette décision, qui est intervenue sans consultation préalable avec la partie algérienne, comporte l'anomalie rédhibitoire d'avoir fait l'objet d'un tapage médiatique générateur de confusion et d'ambiguïté quant à ses motivations et à son champ d'application. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Chekib Qaïd, a mis en évidence la place centrale de l'élément humain dans les relations algéro-françaises et a souligné la nécessité d'une gestion équilibrée, transparente et conforme aux instruments juridiques bilatéraux et universels du phénomène des mobilités des personnes, concluant que l'Algérie déplore cet acte malencontreux qui frappe de précarité et d'incertitude un domaine sensible de coopération, postulant la confiance ainsi que le respect de la dignité des personnes humaines et des engagements pris par les deux gouvernements.
Notez également cette déclaration de Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, à l'occasion de l'annulation des accords agricoles et de pêche conclus entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Le tribunal de l'Union européenne vient de prononcer l'annulation des accords agricoles et de pêche conclus entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc en se fondant sur le principe de l'autodétermination et sur l'exigence relative au consentement du peuple du Sahara occidental à travers l'expression libre de son représentant unique et légitime, le Front Polisario. Pour le ministre, il s'agit là d'une victoire éclatante pour la cause légitime du peuple sahraoui, tout d'abord à travers la reconnaissance de la représentativité du Front Polisario par la plus haute instance judiciaire de l'Union européenne, qui lui confère la capacité d'agir devant le tribunal de l'Union. Ensuite, à travers l'annulation des deux accords conclus en violation de l'obligation relative à la nécessaire obtention du consentement libre et authentique du peuple sahraoui qui découle directement du statut séparé et distinct du territoire du Sahara occidental en tant que territoire non autonome éligible à l'autodétermination conformément au droit international. Cette double avancée majeure consacrée par la jurisprudence européenne constitue un acquis historique qui s'imposera désormais à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et à ses institutions dans leurs relations avec le Maroc en tant qu'État occupant. Cette sentence vient aussi ouvrir une nouvelle étape dans la lutte du peuple du Sahara occidental pour l'exercice de son droit inaliénable, imperceptible également et non négociable à l'autodétermination, en ce sens qu'elle constitue un repère incontournable pour les organisations internationales impliquées dans la recherche d'une solution au conflit du Sahara occidental qui garantit le droit du peuple sahraoui à son autodétermination, s'inscrivant en droite ligne du statut du Sahara occidental représenté par la République arabe sahraoui démocratique en tant qu'État fondateur de l'Union africaine. Cette nouvelle consécration juridique de sa personnalité internationale a l'effet clarificateur de réduire à néant les prétentions expansionnistes du Royaume du Maroc. Dans le même temps, ce verdict de la justice européenne indique au Conseil de sécurité des Nations Unies la voie que le parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental doit impérativement emprunter face à une occupation illégale des territoires sahraouis et à une exploitation effrénée également des ressources naturelles sur lesquelles le peuple du Sahara occidental est le titulaire exclusif d'une souveraineté permanente. Le Conseil de sécurité est plus que jamais mis en demeure d'engager son autorité dans la promotion et la protection des droits nationaux du peuple du Sahara occidental. Voilà donc cette déclaration signée Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Et justement par rapport à cette nouvelle qui vient de tomber donc ce mercredi, le Maroc, il faut le rappeler, a été débouté devant le tribunal de l'Union européenne ce mercredi en faveur du Front Polisario. Les nouveaux accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne sur la pêche et l'agriculture ont tout bonnement été annulés suite à l'action menée par le Front Polisario devant les juridictions européennes. On fait le point avec Badia Amarli. Le tribunal 9e chambre élargie déclare et arrête. Premièrement, la décision UE 2019/441 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que l'échange de lettres accompagnant l'accord est annulé. La décision est sans appel. Deux accords sur la pêche et l'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara occidental occupé viennent d'être annulés par le tribunal de l'Union européenne. Cette décision de justice est en soi une reconnaissance que le Front Polisario est le seul représentant légal du peuple du Sahara occidental. Le tribunal de l'Union européenne a prononcé l'annulation de ces deux accords, précisant qu'ils ont été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Dans le communiqué de cette institution de justice, nous pouvons lire « Le tribunal annule les décisions du Conseil relatives d'une part à l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ».
Par ailleurs, le tribunal a affirmé que le Front Polisario est le seul représentant légal du peuple du Sahara qui dispose de l'autonomie et de la responsabilité pour agir devant la justice européenne au nom du peuple sahraoui. Les exigences de la protection juridictionnelle effective imposent de reconnaître aux requérants la capacité d'introduire un recours devant le tribunal pour défendre le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, affirme encore le tribunal. La décision du tribunal européen conforte l'arrêt de justice de 2016 stipulant que les investissements au Sahara occidental doivent être faits avec le consentement du peuple sahraoui et met fin à la notion du bénéfice aux populations prévue dans l'avis de 2002 de Hans Corell, le conseiller juridique de l'ONU. Dans sa première réaction, le Front Polisario s'est réjoui de cette décision qu'il a qualifiée de victoire triomphale du peuple sahraoui devant la justice européenne. Sur les 128 navires européens autorisés à pêcher dans les eaux territoriales sahraouis, 92 sont sous pavillon espagnol et près de 90% des produits de la pêche collectés dans le cadre de l'accord Union européenne-Maroc proviennent des eaux territoriales sahraouis. En échange de l'accès à ces eaux, l'UE verse au Maroc une moyenne annuelle de 52 millions d'euros. La coopération algéro-nigérienne à présent, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab ont été reçus ce matin par le président nigérien Mohamed Bazoum. Il faut rappeler que les deux ministres sont depuis hier en visite officielle au Niger, une visite au cours de laquelle il est question de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux ministres, ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Énergie et des Mines, ont été également reçus par le Premier ministre nigérien Mahamadou Uhumudu. Notez également que le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, ont été reçus également par leurs homologues, toujours au Niger. L'Institut Voilà donc pour cette visite des deux ministres au Niger depuis hier, il faut le rappeler. Revenons en Algérie pour aller à l'Institut des études de stratégie globale qui a organisé un séminaire de 2 jours pour faire l'état des lieux de la logistique en Algérie. La logistique a été scrutée dans le détail par des experts algériens pour faire un audit et proposer des solutions en vue de faire de la logistique une véritable locomotive de l'économie nationale. L'objectif est d'intégrer la logistique comme une dimension stratégique dans le développement durable et un levier de croissance. Abdelmajid Mankassi pour la couverture. Devant les nouveaux impératifs qui font fonctionner l'économie d'un pays et par extension l'économie mondiale, dans tous les domaines de l'activité des entreprises, la logistique prend de grandes dimensions et devient ainsi la locomotive de la croissance et du développement économique et social. Notre pays n'est pas en reste et doit nécessairement rattraper le retard qu'il accuse dans ce domaine. En 2018, l'Algérie était classée au 117e rang mondial en termes d'indice de performance logistique. La logistique en Algérie connaît donc un retard quand même considérable et il est temps de la prendre en charge parce que notre pays dispose de beaucoup d'atouts et beaucoup d'investissements ont été consentis dans divers domaines, notamment dans le secteur du transport, qui a investi grandement dans les chemins de fer, dans le volet aéroportuaire et dans le volet maritime portuaire. Donc ce sont autant d'atouts qu'il y a lieu d'exploiter. La logistique, ce n'est pas l'affaire d'un secteur, elle est, comme je le disais tout à l'heure, elle est transversale, c'est un processus maintenant qui se dessine. Donc à l'image des autres pays qui se sont développés, qui ont développé cette thématique. Donc il y a des méthodes qui ont été mises en place ailleurs, pourquoi pas ne pas les mettre en place en Algérie? Ça ne nécessite pas de la réflexion, ça nécessite uniquement une volonté, un engagement. Cependant, la logistique a un prix. Il est estimé à 10% du PIB dans les pays développés, 20% dans les pays en voie de développement. Ce coût grimpe à 35% en Algérie, ce qui est énorme. Il y a besoin maintenant aujourd'hui de développer une vision dans le domaine de la logistique en mettant en place essentiellement
une stratégie nationale dans le domaine. Parce qu'il est vrai que quand on regarde cette somme-là, qui est de jusqu'à 35% du PIB qui part comme surcoût, c'est beaucoup. Donc il y a un potentiel et des gains de productivité potentiels que l'on peut récupérer. Cela nous permet d'une part de réduire les coûts. Par conséquent, on aura un pouvoir d'achat plus élevé pour les citoyens, pour les consommateurs, mais ça permet également d'améliorer la compétitivité de nos entreprises à l'extérieur, à l'international, où les produits algériens devenant moins chers, tout en assurant bien entendu la qualité requise et dans les délais qu'il faut. Et l'enjeu, il est stratégique et capital. À l'international, si on n'est pas compétitif sur les étapes de logistique, on ne peut pas placer un produit si on n'est pas compétitif. D'ailleurs, c'est un peu le problème aujourd'hui. Oui, le problème, c'est que la compétitivité d'une entreprise, elle a un coût. La préoccupation majeure pour l'entreprise aujourd'hui est d'optimiser ses réseaux logistiques, c'est-à-dire ses centres de stockage, ses unités de production, ses sources d'approvisionnement et ses moyens de transport. Tout cela pour améliorer les résultats et les performances. Revenons à présent sur le bilan hebdomadaire des opérations menées par les unités de l'armée nationale populaire concernant la lutte antiterroriste, la lutte contre le narcotrafic et l'immigration clandestine. Dans ce résumé signé Yamina Seiji. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 5 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 11 narcotrafiquants et déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 39 quintaux et 46 kg de kiff traité, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en plus de 97 956 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Ingzem, Bojbaji Mourtar et Janet 201 individus et saisi 12 véhicules, 124 groupes électrogènes, 98 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 2,7 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 17 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, 1000 cartouches, 19 620 unités d'articles pyrotechniques, 90 quintaux de tabac, 4 980 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à El Oued, Biskra, Ouergla, Constantine, Betna, Tébessa et Adrar. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 28 647 litres ont été mises en échec à Tamanrasset, Tindouf, Tébessa, Etarf et Sougharas. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 357 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 131 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Ouergla et Tébessa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez à partir de demain Sabrina Rouabah et Kamel Swig pour les éditions du week-end. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Très bonne soirée à tous.